Celui qui écoute, je l'imagine mal. Je ne pourrai sans doute jamais le voir, et peut-être il ne faut pas. Mais j'ai besoin que quelqu'un, lui ou un autre, à côté de moi, lise par-dessus mon épaule ce qui finalement lui est destiné. Il y a une adresse sur l'enveloppe. Voilà ce que je veux dire. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous sommes à Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 février 2021. Voyez ce blanc? Voyez ici, tout ce blanc? Eh bien, c'est la neige. Cette neige qui ne fond pas, cette neige abondante, immobile, figée sur le sol. Alors, le petit passage d'introduction est tiré de ceci, Bernard Pinjot, que j'ai reçu aujourd'hui, commandé sur l'un ou l'autre de ces sites Internet de libraires spécialisés où on trouve tout. Écrire jour et nuit. Alors, ce sont de courts aphorismes, de passages plus longs sur l'écriture et les rêves. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir. Je vais vous introduire un tout petit peu à un auteur qui me fascine depuis au moins 30 ans. Et c'est un auteur qu'on pourrait qualifier de confidentiel, un auteur qui a toujours vécu en marge et qui a publié quelques livres, mais dont la vie me semble toute tissée de poésie. Et qui, je l'ai rencontré une fois, et en faisant de petites recherches, j'ai réalisé que j'avais commis quelques vidéos sur lui. Il est mort en 2017, à l'âge de 90 ans. Et je l'ai rencontré une fois, donc. Mais je ne lui ai pas parlé et je n'ai pas osé lui dire que j'avais lu ses livres et que je les avais appréciés. Depuis, fort heureusement, je me suis corrigé de cela. Maintenant, quand je rencontre un écrivain et que je connais bien son travail et que je l'apprécie surtout, eh bien, je n'hésite pas à lui dire mon admiration. Le travail de l'écriture est tellement difficile. Et la réception, parfois, elle est tellement difficile à saisir que je pense qu'il ne faut pas être avare de dire ce que l'on ressent. Alors, l'auteur en question, c'est Claude Effly. Voilà. Et je vais vous montrer plusieurs choses. Je vais sans doute, non, pas sans doute, demain et probablement après-demain, on va rester avec Claude Effly et on va s'approcher tout doucement de Robert Marteau. Claude Effly et Robert Marteau ont un point commun, ont plusieurs points communs. Ce sont des poètes. Tous les deux sont nés en France. Effly a passé une bonne partie de sa vie au Québec, tandis que Robert Marteau, lui, a passé 11 ans. Il a écrit quelques livres qui ont été publiés aux éditions Gallimard, entre autres. Il a écrit Mont-Royal a été publié aux éditions Gallimard. Il a joué un rôle important aussi dans la diffusion de textes. Il s'est fait ami avec beaucoup d'amis, beaucoup de poètes québécois. Il a été très, très engagé. Il vient du Poitou, si ma mémoire est bonne. Et il a retrouvé au Québec, en tout cas, une sorte d'énergie à la fois tellurique et marine. Il a retrouvé au milieu, il est arrivé au début, 72, il est arrivé en 72. Et l'ébullition poétique, il a retrouvé une grande liberté qui lui rappelait, semble-t-il, sa jeunesse. Alors, et Robert Marteau est aussi
est aussi un alchimiste. Alors, c'est un peu pour Est-ce que ce confinement dans lequel nous sommes pris, n'est-ce pas là un processus alchimique à la fois de purification, de mise au net, le passage, le travail du noir, pour créer quelque chose d'autre. À la fois ascèse, à la fois purification, à la fois nettoyage, à la fois casser les ganges, à la fois quelque chose de l'ordre de l'initiation, en quelque sorte. Et comme l'initiation personnelle, là, je ne parle pas ici du bien-être, là, d'être en forme pour être performant, hein, pour être adapté au travail, aux exigences du travail. Non, je parle de cette transformation-là. Et comme nous ne pouvons plus, en tout cas, les espaces ne nous sont plus offerts pour être transformés individuellement, alors peut-être le grand brassage se fait au niveau collectif, hein, et que l'aventure individuelle de l'authentique spiritualité qui se fait en dehors des écoles, qui se fait en dehors des églises, et qui se fait même parfois en dehors des maîtres, eh bien, rendu impossible, eh bien, il nous faut une pandémie qui bouscule la collectivité et dans laquelle on peut nous, en fait, dans laquelle la personne humaine, l'individu, peut enfin peut-être trouver une sorte d'espace-temps ou trouver une mise à l'écart nécessaire à la transformation. Alors je pense que peut-être ces poètes dont j'ai évoqué le nom, Claude Effly et Robert Marteau, probablement plus Robert Marteau, auraient peut-être apprécié ce temps de combustion lente, hein? ce temps alchimique, autrement dit. Alors, mais on va rester ce soir avec Claude Effly. Je suis un peu fatigué depuis la rouverture de la librairie il y a déjà 2 semaines aujourd'hui. C'est très, très, très occupé. Alors, les gens, visiblement, ont faim de livres, ont besoin de livres, et la librairie est devenue une sorte d'havre, hein, est devenue... J'aime bien penser, nous vivons au-dessus, n'est-ce pas? Nous vivons au-dessus, c'est un petit bloc, il y a l'atelier de Fabienne, il y a la rue que vous voyez derrière moi. Il y a l'atelier de Fabienne qui est vraiment magnifique, elle a exposé toutes ses œuvres, et une vraie folie douce, hein? Mais la folie douce empêche la folie, la vraie folie dérangeante, là, celle qui nous tue. Et le soir, quand on est dans notre chambre, eh bien, et que toutes les lumières de la librairie sont éteintes, eh bien, je revois la journée, je revois les gens qui ont franchi la porte de la librairie. Je revois également certains titres dont je me suis porté acquéreur. Aujourd'hui, je me suis porté acquéreur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres en philo, beaucoup de livres en psychanalyse, hein, pour rester dans la connaissance de soi. Et je suis fatigué. Alors, il faut que j'arrache des heures ici, là, de lecture, d'écriture. Et c'est une période... Et donc, le soir, je me couche et je songe à la librairie, là, qui est à l'étage inférieur. Les lumières sont éteintes. Il y a Ginette qui parfois se met dans la vitrine. Les clients de ma librairie me disent « Ah, on a vu Ginette qui était couchée dans la vitrine. Ginette, le chat de la librairie. » Alors, toute cette espèce d'univers... Et bon, je vous ai déjà parlé de mes rêveries cosmiques, hein, l'univers qui est en expansion tout le temps. Sans doute, j'ai pris du LSD, donc, dans mon adolescence. Là, il y a un livre de Foucault. Je ne sais pas si vous avez lu l'article dans Libération,
n'arrivait pas à croire que Foucault ait pu prendre du LSD. Un intellectuel de cette importance-là. Est-ce qu'il y a des intellectuels, je ne parle pas des vieux intellectuels ou qui étaient rendus trop vieux, mais Foucault, en 1970, n'était pas un vieillard, là, et avait peut-être envie. Alors là, il y a un livre qui raconte ses expériences sur le LSD. Il dit que ça a été, en tout cas du compte-rendu que j'ai pu lire, il dit que ça a été la plus extraordinaire expérience de sa vie et qu'il pleuvait des étoiles. Alors oui. Alors, sans doute, je vais vous en parler de ce livre-là. Je le savais, moi, pour l'avoir lu dans un livre du fils de Mathieu Lindon, le fils de Jérôme Lindon, l'éditeur, où il raconte ça, qu'il avait pris du LSD avec Michel Foucault. J'ai commis une vidéo là-dessus, je pense, en 2014. Alors, disons, mais tout le monde disait que ça faisait partie de la légende, qu'on n'en savait rien. Mais non, tous ces intellectuels-là, Sartre a pris de la mescaline, Michaud a pris. Alors, puis, certains écrivains sont des explorateurs de l'intériorité. On parle pas de Philippe Solers, qui lui s'en est jamais caché, grand fumeur de hashish également. C'est presque banal, mais s'en étonner, ah ouais, bah. Et d'autant plus, moi, j'ai jamais cru en fait, je peux vous le confier, grand lecteur de Breton également depuis mon jeune âge, j'ai jamais adhéré à 100% à la thèse du cartésianisme français. Pour moi, les druides ne sont jamais loin, les sorciers ne sont jamais loin, et l'esprit des plantes, l'esprit des arbres, eh bien, j'y suis sensible. Mais le vernis civilisationnel, qui recouvre tout d'un glacis de convenance et de lieux communs, oserais-je dire, empêche de voir. D'ailleurs, Breton qui refusait, qui a refusé d'aller en Italie. Je ne sais pas si il a fini par y aller, en tout cas, mais qui refusait d'aller en Italie, qui refusait d'aller en Grèce, qui refusait d'aller dans les pays qui ont conquis la France. Alors, lui, il se réclamait pas de la civilisation hellénique. Ben voilà, Ginette. Salut, Ginette. Alors, il ne se réclamait pas donc de la civilisation hellénique et ni de la civilisation latine, et il se réclamait du druidisme. Alors, et lui, il les voyait, hein, tous ces esprits embusqués dans la forêt. Alors, à rebours, sans retour, Claude Effly. Ce petit catalogue, tenez, je vais vous parler de ce petit catalogue, et je vais vous lire parce que, très curieusement, moi que j'ai mal regardé, il y a Ginette qui fait des bons dans la librairie, décidément. Elle se demande ce que je fais. Je lui parle pas, mais je vous parle. Et donc, François Côté, mon collègue François Côté, je vous disais, oui, il n'y avait pas de... J'ai pas vu de notes Wikipédia sur Claude Effly. Est-ce que je m'en étonne? Non, parce que ça va avec l'homme aussi. Il n'a pas fait de carrière littéraire. Ça, c'est clair. Il a été un extraordinaire animateur, un des instigateurs de la Nuit de la Poésie. D'ailleurs, à ce propos, célèbre Nuit de la Poésie à laquelle mon père a participé, et je vais vous mettre le petit passage en note en bas de l'écran où on voit mon père. Et, coquetterie, je vais aussi mettre en note en bas d'écran une photo de moi devant la maison d'André Breton à Saint-Cirque-la-Popie en 2017. Alors, voilà. Et pour moi, c'était assez extraordinaire, sauf qu'évidemment, c'est devenu un village, dis-je, ultra touristique. Mais on imagine ce village-là dans les années 50. Ça devait être assez extraordinaire. Hein? Alors donc, pas de notice Wikipédia pour Claude Effly.
Et ceci, que je ne cesse de vous montrer à l'écran, c'est le catalogue qu'a fait François Côté, mon confrère, mon éminent et distingué confrère libraire François Côté. Et lui, s'est donné la peine de... Alors, c'était quoi ce catalogue-là? Ben, c'était un catalogue de vente des livres de Claude Deffly. Je vais vous en montrer quelques-uns et je vais vous montrer quelques-uns que je possède. Mais je vais vous lire la présentation de François Côté. Claude Deffly, 1927. Et là, on peut rajouter la date. 2017. Poète, auteur, illustrateur, galeriste et éditeur des éditions Rouge-Maille et du Chien-Dent. Également fonctionnaire, animateur et instigateur, directeur de revue, etc. Poète né à Tourcoing, nord de la France, il publie son premier livre en 1941. Histoire de la Balivernée, qui est restée à l'état de manuscrit et à un seul exemplaire. Il a fait ses humanités classiques à Tourcoing et à Paris, puis il fréquente l'école de librairie et d'édition, fonde les éditions Rouge-Maille, qui publieront son premier livre, Notre Joie, 1948, 5 autres titres ainsi que les 6 parutions de la collection de la Pointe du Vent, 1950, tout en faisant une année de droit. Il imprime dans sa chambre, sur une presse à épreuve incarto raisin avec 2 casses, les images sont tirées en linogravure. À l'été de 1951, il est reporter en Turquie pour le journal Réforme et travaille aux éditions Payot, 1951-1952. En 1953, il arrive au Canada comme rédacteur publicitaire des laboratoires Velcher et compagnie. Contrat juteux, mais il s'emmerde et quitte la pharmacie pour s'associer avec Roland Giguère, qui vient de fonder les éditions Erta, où il démarre la collection de la Tête armée. Claude Deffly publie chez Erta La vie reculée, puis Le sommeil et la neige, 1954-1956, qui seront repris en collective chez Des Hommes en 1973 sous le titre Des nus et des pierres. Il rentre en France, étudie à l'École nationale d'horticulture de Versailles, 1955-1956, achète une propriété de plantation fruitière dans le sud-ouest, 1956-1961, et fonde un cahier de poésie francophone, le Périscope, 1958-1960, dont les invendus seront reliés et diffusés par l'Hexagone en 1978. C'est par l'entremise de Claude Deffly et de Le Périscope qu'un rapprochement s'effectua entre Giguère et Miron, qui avant cette époque conservaient des distances éditoriales et idéologiques marquées pour l'un de surréalisme et pour l'autre de nationalisme. Voir à ce sujet Vers une poésie nationale sans frontières par Élise Saloun, Le rebut des revues, Petite revue et Vie littéraire au Québec, publié chez Pull, 1998. Claude Deffly travaille ensuite à Boston, chez Gillette. À l'hiver 1960-1961, il vend sa propriété et devient directeur d'un service à la librairie technique et documentation 1961-1962. De retour au Québec en 1962, il ouvre la galerie Claude Deffly, organise des soirées de poésie avec Pierre Mercure, Françoise Riopelle, des mini-expos à l'extérieur de la galerie et publie une collection de cartes postales d'artistes à la gloire de la main chez Claude Deffly, éditeur. En 1965, il entre au ministère des Affaires culturelles où il occupe divers postes responsables de la revue Culture vivante, 1965,
directeur du service d'animation de la Bibliothèque nationale, Semaine de la poésie, 1968, spectacle, exposition, Nuit de la poésie, 1970, projet de griffe au graphe, etc. Puis, il devient directeur de la section audiovisuelle au Musée d'art contemporain. Entre-temps, il a publié 3 titres à l'Hexagone, Rouge de nuit, Gluck et La pointe du vent, dont je vais vous montrer, ça va être une des 2 choses que je vais... Peut-être non, je vais vous montrer peut-être d'autres choses. Dans le même temps, et je ne vous dirai pas à 20 minutes 28, j'espère qu'elle ne durera pas 1 heure. Dans le même temps, il entame la production de carnets. Ah ouais, ça c'est très intéressant. Textes et images, écrits et gribouillés par l'auteur à un exemplaire, offert à un ou une amie. Il estimera ce type de correspondance à près de 800 carnets entre 1970 et 1980. Une exposition, oui, petite parenthèse, là, je ne les ai pas avec moi, mais je vais vous en montrer, tenez, demain, je vais vous en montrer 2 ou 3. Aucun, hélas, ne m'est adressé, ne l'ayant pas connu, ne l'ayant pas fréquenté, mais 800. Alors, il offrait ça à tous ses amis. Il y a quelque chose, en tout cas pour moi, c'est une vraie réponse, ça. En fait, en termes de bibliophilie, un livre, on ne peut pas aller plus loin, là. C'est la parfaite réalisation. Un seul exemplaire. Alors, mais de lire ici, d'entendre comme vous l'entendez, alors il en a fait 800. Alors, sur 10 ans, ça correspond à 80 par année, un peu plus de 1 par semaine. Alors, je ne sais comment, mais je ne sais comment il pouvait faire cela, qu'est-ce qui le poussait à le faire, mais c'est très, très beau. Demain je vais vous en montrer, 2 ou 3. Une exposition de certains carnets et de ses éditions de Prime Jeunesse aura lieu en 1994 à l'Écomusée de la reliure La Trancheville, Montréal, avec Pierre Filion. Alors, oui, les éditions du silence. Et Pierre Filion, vous vous rappelez, il y a quelques jours, je vous ai montré cette espèce d'immense poème affiche, La table, là, de Francis Ponge. Les voyages transparents, donc, vous disais-je, 1987, avec des images d'Antoine Pench. Tout est faux, c'est le paradis, 1991. Et B. Telgeuse, 1994, de nouveau avec Antoine Pench. De ses collaborations avec les artistes, on lui doit Le temps s'effrite rose, Chien dent, 1971. Avec Michel Cournoyer, Le sang du réel, Rouge maille, 1976. Avec Angèle Baudry, Jusqu'au plomb, Chien dent, 1976. Avec Kitty Bruno, Kitty Bruno, artiste que j'adore. Et je sais que j'ai fait une vidéo où je montre le livre de Claude Deffly, qu'il a fait avec Kitty Bruno. Et j'avais reçu, à un moment donné, en messagerie privée, de quelqu'un, semble-t-il, assez proche de Kitty Bruno, qui m'avait blâmé un peu, parce que les images étaient un peu osées, disons. Et cette personne-là m'avait blâmé d'avoir montré ça. Alors, vous voyez, la pudibonderie, elle ne cesse de se développer, elle ne cesse d'accaparer de nouveaux territoires. La pudibonderie, elle est féroce, elle est tentaculaire, c'est une passion, au fond. Hein? La passion de la pudibonderie. Voilà. Et espace blanc pour une main avec Monique Dussault en 85. En 95. Oui, en 85. Jean Royer le nomme un bon défenseur de l'art brut. Oui. Et un surréaliste fidèle à la révolution du langage. André G. Bourassa écrit Le surréalisme de Effly est tantôt figuratif, tantôt abstrait, mais c'est vraiment dans Rouge de nuit que le surréalisme de Claude Effly
atteint à une certaine pureté. Il y révèle explicitement le caractère instinctif, automatiste de sa poésie dans la notice que Bourassa a préparée pour le Dictionnaire général du surréalisme, PUF 1982. Il trace ainsi la ligne de passage entre Rougemère et Herta. Claude Effly est arrivé au Québec en avril 1953. À Paris, alors qu'il n'avait pas 20 ans, il avait fait l'expérience d'une édition artisanale, les éditions Rougemère, avec Jean Catelin. Ce dernier était le fils d'Émile Malpine, qui avait dirigé la revue Manomètre de 1922 à 1928. Il mit cette expérience à profit au contact de Roland Giguère aux éditions Herta. Alors qu'on cherche dans sa bibliographie de Claude Effly, c'est à peine s'il est fait mention des éditions Rougemère, hormis les titres réalisés après son installation au Québec et son tout premier titre, Notre joie, 1948. Je crois que c'est pourtant un des fils importants pour nous permettre de comprendre l'une des facettes des éditions Herta. On trouvera au chapitre 7 le catalogue complet des éditions Rougemère de la période 1948-1950. Ils sont en consultation à la Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa. On trouvera au chapitre 8 les prémices de Rougemère, de même que tous les premiers carnets de Claude Effly, entièrement holographes et anonymes, que ce dernier n'hésitait pas à déclarer, on cite Claude Effly, achevé d'imprimer sur les presses de Maître Coquillard pour le compte des éditions Rougemère. Il a été tiré en outre un seul exemplaire pour l'auteur, numéroté 1, deuxième édition, revue et corrigée. Je pourrais arrêter là. Je pourrais arrêter là. Bien envie de le faire. Mais, je ne le ferai pas tout de suite. Alors, je vais vous montrer quand même deux choses et je vais quand même vous lire un tout petit passage pour qu'il y ait une certaine logique avec cette histoire-là où j'ai évoqué la maison d'André Breton. Vous avez compris, en fait, un peu vous avez compris le canevas, vous avez compris les filiations. Effly se réclame d'une certaine manière de la tradition surréaliste. On peut comprendre au Québec que sur le plan poétique, il y a eu un alliage entre la montée que je qualifierais de révolutionnaire du sentiment indépendantiste qui s'appuyait par la libération d'une parole influencée en ça par le surréalisme. Et ce qui est étonnant, je vous disais qu'André Breton avait refusé d'aller en Grèce, mais tous les pays qui ont connu une forme d'oppression, en tout cas, par des régimes autoritaires ou des régimes trop religieux, eh bien, ont eu un fort courant surréaliste. Ce qui est le cas en Grèce. Hein. Il y a eu un mouvement surréaliste avec, entre autres, Ambérikos, pour ne nommer que celui qui me vient en tête, là, qui était quand même bien organisé. Il y a eu des surréalistes aussi dans l'ex-Yougoslavie, hein, du temps où elle était constituée, là, du temps où elle appartenait au bloc soviétique. Il y avait avec Ivo Andrić, entre autres. Ivchik, pardon. Ouais. Et Ivchik, qui était le compagnon de Feu, le compagnon d'Annie Lebrun, qui appartenait, comme vous le savez, à la troisième génération surréaliste, hein, qui a connu André Breton dans les derniers moments de sa vie. Et au Québec, eh ben, le surréalisme a eu beaucoup de représentants, la personne de Mimi Parent, Jean Benoît, Alfred Pellan, et la branche automatiste, bon,
ce que j'ai nommé la première branche Prisme Dieu, mais le même courant surréaliste, et la branche automatiste Bordua, Riopelle, qui les, le tronc surréaliste, c'est pas éparpillé, mais c'est épanoui avec des branches multiples. Et ça a créé une sorte de constellation feuillie, hein? De beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications, une grande, grande effervescence. Personnellement, c'est probablement la période qui, 1948, 1975, c'est probablement la période qui m'intéresse le plus, au fond. Alors donc, oui, je vais vous montrer quelques petites choses. Cette première chose, Claude Effly, La pointe du vent, et c'est l'exemplaire qui a appartenu à feu le poète Claude Beausoleil. Voilà, je le proposais à la vente, ce livre-là. Je le proposais à la vente. Et cherchant, comme ma bibliothèque est dans un désordre absolu, vous le savez, je le répète ad nauseam, je ne sais même pas si un jour je vais être capable de la mettre en ordre. Ça, c'est fou, hein? Il y a mon ami, lui, il a mis 2 ans à mettre sa bibliothèque en ordre. Moi, je sais pas si un jour je vais y parvenir. Ça me laisse assez dubitatif, disons, parce que comment on peut engendrer un tel monstre que l'on sait qu'on ne parviendra jamais à maîtriser, ni même à dompter cette folie de papier. C'est un sentiment océanique, hein, parlait Freud, mais là, c'est le sentiment de me perdre dans un océan de papier. Alors donc, je vais quand même, je vous remonte la page de garde avec l'autographe et la très belle dédicace. Le 23 février 1983, l'après-midi, pour Claude Beausoleil à la pointe du vent, qui conduirait, dit-on, vers de vastes marges blanches, silencieuses, à l'intérieur desquelles un cœur bat encore pour un personnage anonyme et sans voix, le souffleur Claude H. Oh non, je sens que si je ne m'arrête pas là, dans 27 minutes, je vais être encore là. Écoutez, est-ce que je vous fais le coup vraiment de vous quitter comme ça, abruptement, cette fois-ci? Alors, je vais quand même vous montrer... Oui, je vais vous quitter là. Tenez. Comme je suis passablement fatigué ce soir, au moins, je sais que demain, je vais vous parler de ça, je vais vous montrer ça, je vais vous parler de sa relation avec Gaston Miron. Tiré de ceci, vous voyez, Gaston Miron, mais c'est une correspondance, ce n'est pas une correspondance croisée, c'est Miron qui écrit à Claude Effly. 1954-1965, je sais que j'ai quelque part dans ma bibliothèque, et celui-ci, c'est l'exemplaire de la librairie. Heureusement que la librairie est là pour suppléer à mon désordre impossible à régler. Une chance qu'elle est là, une chance que j'ai une librairie comme roue de secours à mon impossible désordre de bibliothèque personnelle. Donc, correspondance de Claude Miron. Alors, il était sur les rayons, lui. Ah, comme j'étais content de le retrouver. Mais, cependant, celui que je possède, c'est l'exemplaire autographié de Gaston Miron à Gérald Godin. Gérald Godin qui, lui, appartenait à la branche
nationaliste, ascendant, pas surréaliste. La famille de... La deuxième famille de Gérald Godin, c'était plus les poètes américains en tête de liste, Ezra Pound. Alors ça, c'est... Et des poètes aussi de l'incarnation. Là. Ils ne partaient pas... Godin ne partait pas dans un délire de langage, mais essayait de capter la parole au ras du sol, j'ai envie de dire. Mais tous ces poètes-là, quand même, ils finissaient par se rejoindre hein, dans des soirées de poésie, dans des anthologies. Ils se rencontraient dans des revues. Et je ne sais si aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a une atomisation. Les poètes ont leurs écoles, ont leurs maisons d'édition. Il ne me semble pas y avoir cette fusion-là d'énergie qui pouvait exister dans ces années-là. C'est pour ça que c'est une période qui m'intéresse. Et je pense également quelqu'un qui voudrait savoir exactement ce qui se passe en poésie, disons, restons simplement au Québec, eh bien, il nous faudrait un anthologiste qui se donne la peine de cartographier les divers territoires, de nous offrir une bibliographie des poètes, essayer de tenter de les situer dans les divers courants, expliquer un peu ce qu'ils font, essayer de comprendre où ils s'en vont, un peu comme l'avait fait Philippe Eck au milieu des années 70, où il nous expliquait les poètes, la Nouvelle Barre du Jour, qui tentaient non pas de fédérer, mais d'offrir un panorama. Et malheureusement, je pense que ça nous serait nécessaire, nous, honnêtes lecteurs, d'avoir une carte là, pour essayer de voir qui fait quoi avec qui et où s'en vont-ils, tous ces poètes. Mais on sent les rivalités, on sent les pourtant... Mais Effly, c'est pas ça. Miron, c'est pas ça non plus. Giguère, c'est pas ça. Bon, on a lu, oui, il y a eu des... ils partageaient pas le même... Mais Effly, venant de France, peut-être avait du mal à saisir. Bon, même pas parce que la nuit de la poésie, j'allais dire, il a peut-être eu du mal à saisir le nationalisme. Ce qui n'était pas le cas de Marteau. Alors c'est ça, c'est très étonnant. Tous ces poètes français établis au Québec, ce qu'ils pouvaient aller chercher du Québec, ce qu'ils pouvaient aller et ce qu'ils pouvaient offrir au Québec aussi. C'est des sacrés numéros, les poètes français qui ont vécu au Québec. Hein. Je pense à Michel Camus aussi. Michel Camus qui cette chose-là absolument inimaginable. Bordua qui est à Paris. Son protégé, Riopelle, qui est allé se jeter aux pieds d'André Breton, hein, qu'il a qualifié de trappeur supérieur, mais qui n'a absolument pas rien fait pour son vieux maître, Bordua. Eh bien, Michel Camus, lui, sachant l'atroce solitude et l'atroce misère sexuelle dans lequel était Bordua, consentait à ce que sa jeune épousée passe quelques moments avec Bordua. Alors ça, c'est des choses aussi... Michel Camus qui reconnaissait l'immense importance de Bordua. En tout cas, si j'étais riche, j'achèterais des toiles de Bordua. Bordua qui à lui tout seul, au fond, a inventé la peinture moderne. Hein. Bordua, il y a certains historiens de l'art américain qui reconnaissent que c'est lui le vrai père de Jackson Pollock ou de Kooning.
certains historiens américains vont jusque-là. L'inventeur, au fond, de la peinture moderne, c'est... la peinture moderne d'après-guerre, c'est Bordua. Enfin. Enfin. Alors donc, oui, je vous montre ceci. Je regarde l'heure. Allez, regardez. Alors, ça ressemble à quoi? Allez, on le voit? C'est un livre avec des images, avec pas de légende aussi, ce qui est très bien, ce qui nous laisse rêver, ce qui nous laisse imaginer. Tenez. Alors, c'est un peu... alors, c'est quoi la pointe du vent? C'est une sorte de... Voilà, on voit André Breton, on voit Gaston Miron. Est-ce qu'il cueille des fraises? Oui, est-ce qu'il cueille des fraises? Oui, Gaston Miron cueillant des fraises. Mais on ne le sait pas. Si on ne le reconnaît pas, on ne sait pas que c'est Gaston Miron. Tenez, voyez, hein? Gaston Miron. Paul-Marie Lapointe, hein? Paul-Marie Lapointe. Alors, je vais juste vous lire ça. Ouais. Alors, ils sont en train de, justement, travailler sur le fameux numéro Périscope. Alors, c'est Gaston Miron qui écrit à Claude Effly. Le 11 mai 1958. Je ne vous lirai pas la lettre. Je vous lirai pas la lettre. Je vous dirai simplement comment ça se conclut. Je suis content que tu aimes les poèmes de Lapointe. En passant, son nom est Paul-Marie Lapointe. Non, Jean-Marie. Tu ne me vexes pas du tout en me parlant des Noirs. Je trouve leur poésie fantastique et je suis toujours étonné de constater qu'il y a des correspondances à plus d'un point avec la nôtre. Même problème d'émancipation. Argent ou pas, il est à peu près certain que je me rende en Europe à l'automne. En novembre, j'aurai au moins de l'argent pour mon passage. Pour le reste, je me débrouillerai. Une fois sur place, on aura compris que c'est plutôt mal. Réponds-moi en toute urgence pour que je puisse commencer à recueillir des abonnements. N'avons pas encore reçu le colis du P. Mes amitiés, Gaston Miron. Alors ici, là, on voit Léon Bellefleur. Encore là, si on ne le reconnaît pas, on ne sait pas. La poésie se réinvente à chaque jour. Alors, c'est lui ici, vous voyez, quand il était jeune homme. Ben alors voilà, à 45 minutes, c'est bon. Je vais vous montrer, on va rester avec, peut-être qu'on va bifurquer. On va préparer la voie à Robert Marteau. Robert Marteau, il nous faut y venir. Il nous faut entrer dans l'alchimie. On reste à la fois dans le politique, l'émancipation. On demeure également dans le rêve, dans la poésie, dans l'écoute du langage. C'est le langage qui nous donne tout. On reste dans le quotidien aussi. Comment subsumer notre condition, comment en faire quelque chose d'autre. On reste capable de passer à travers cette pandémie perçue et ressentie comme une épreuve initiatique, collective, d'où émergera des individus, des personnalités prêtes à affronter peut-être une nouvelle manière de vivre
le monde. Parce que c'est sûr qu'il y aura il y a une cassure, là. Tu sais, ah ouais, ce que disait Welbeck, ça va être pareil, mais en pire. Non, 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 non. Il y aura vraiment un avant et un après. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une transformation qui est à l'œuvre. Je ne crains pas de le dire, une transformation spirituelle, une transformation alchimique. Alors, on laisse les effluves mortifères de la Deuxième Guerre, comme dit Fabienne. On aura bien compris que toutes tes lectures de camps de concentration, puis Deuxième Guerre mondiale, au fond, c'est une manière de parler du confinement sans le dire. C'est une manière aussi de voir que les épreuves que nous subissons actuellement sont somme toute, toute comparaison gardée, de bien moins grande envergure que ce qui s'est passé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mais il nous fallait, hein, ça ne pouvait plus continuer. Tout le monde le savait, hein, que ça ne pouvait plus continuer. Tout le monde le savait. Alors, on essaie de remettre tous les bouts ensemble. Hein. L'affirmation des peuples, la parole individuelle, le rêve, la révolution surréaliste. Et demain, dans les 2 prochains jours, je vais vous montrer quelques-unes des pièces de collection autour de Claude Effly. C'est assez étonnant. J'étais peut-être sans doute son plus grand admirateur pour finir. Et au fil des années, avec ma longue fréquentation de ce confrère que j'aime beaucoup, François Côté, je lui dis jamais que je l'aime beaucoup, mais peut-être quelqu'un va lui dire il y a ce type-là, tu sais, ce libraire-là, là, mais il a dit qu'il t'aimait beaucoup. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est un homme bon. Voilà. C'est un homme très, très bon. Et la bonté, c'est la grandeur. Voilà. Un homme bon, il est grand. Voilà. Il n'est pas con, là. Il est grand. Mais des fois, les gens, ils sont bien plus grands qu'ils peuvent l'imaginer. C'est son cas à François Côté. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait pas loin de 30 ans. Et je l'aime, ce gars-là. Et donc, on a souvent fait des affaires. Ouais, des affaires dans les deux. Des fois, je pourrais vous raconter quelques-unes des transactions qu'on a fait, lui et moi. Dans les deux cas, hein, il m'achète des choses, je lui achète des choses. On fait des échanges aussi. On échange des livres. Je vous raconte juste une minuscule anecdote. Très, très courte. Oh, il y a pas loin de 20 ans. J'avais besoin de sous, je voulais aller en France. Le seul pays que j'aime visiter, c'est la France. C'est le seul pays. Je ne veux pas aller nulle part. Là. Aucun pays au monde ne m'intéresse à part la France. Je suis borné comme ça. Là, hein? Quand t'es étroit d'esprit, ben je suis étroit d'esprit. Et je suis arrivé dans sa librairie avec un carton de livres. J'ai dit, François, je veux tel montant pour ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et je veux même pas que tu ouvres le carton. Je te le dis, c'est une bonne transaction que tu vas faire. Eh bien, il m'a fait une série de chèques. Il n'a pas ouvert le carton. Et quelques semaines plus tard, bon, j'ai fait mon voyage, je suis revenu. Et puis, c'était très bien. Ça, c'est quand même quelque chose, hein? Ouais, j'ai demandé de me faire confiance. Il m'a fait confiance. Et voilà. Mais c'est un sacré libraire d'une énorme connaissance. Et au Québec, c'est sans doute... c'est très certainement le meilleur évaluateur de livres. Et c'est à lui qu'on fait appel... c'est à lui qu'on fait appel, que les institutions font appel pour évaluer des manuscrits, pour évaluer
pour évaluer des collections, des donations et tout ça. Parfois à des fins fiscales, des fois aussi à des fins patrimoniales, mais c'est la référence. Voilà. C'est la référence et j'étais content donc de vous lire et de vous montrer et que je vous remonte encore. Et puis lui-même, le catalogue, tenez, le catalogue était tiré à 50 exemplaires. Mais je vais vous dire une dernière chose à la 50e minute. Je ne vais pas vous le montrer. Je vais simplement vous lire la dédicace. Je vous le montre pas. Je vous le montre pas. D'un livre d'Effli. Je vais vous le montrer demain, cependant. À mes enfants, Olivier et Catherine. À mes petits-enfants, Louis et Jade. Renaud, Frédéric et Chelsea. Et à mes 70 lecteurs et lectrices. 70 lecteurs et lectrices, là. Des fois, là, il n'en faut pas plus. C'est largement suffisant. Merci. 51 minutes encore. Merci. Bonne nuit. On poursuit. Claude Effli. Marteau s'avance là, dans la pénombre de la librairie. Marteau pose ses pions. Et après, on va aller dans d'autres directions. Mais on va rester un peu au Québec. Là. On va rester un peu au Québec. Hein. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.